السلام عليكم الزول في اللون كي راكم دايرين. اليوم نحضروا على السيادة الوطنية والديمقراطية في الجزائر. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté nationale et de démocratie en Algérie. Vous savez, malgré de multiples vidéos, malgré un communiqué de 3 partis politiques algériens que je tiens à nouveau à remercier, le PT, le RCD et Gilles Djadid, qui avait demandé au président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, de ne pas promulguer, de ne pas signer la loi minière qui bradait, c'est le verbe qu'il faut utiliser, 80% de la souveraineté capitalistique dans les nouvelles entreprises étrangères qui vont explorer, exploiter les richesses minières de notre Sahara pendant 30 ans, renouvelables jusqu'à épuisement des gisements. Donc malgré un certain nombre de députés que je tiens à remercier aussi, malgré un certain nombre de spécialistes, d'économistes, d'ingénieurs, d'associations, de patriotes, les pressions du président Macron ont été beaucoup plus fortes que la capacité de résilience du président algérien, Si Abdelmajid Tebboune, qui a donc été obligé de signer cette nouvelle loi minière qui annule la précédente loi minière votée le 24 février 2014. La date n'a pas été choisie au hasard, c'était évidemment pour honorer cette décision personnelle de feu Houari Boumedienne le 24 février 1971, date à laquelle il avait nationalisé 100% du gaz algérien et 51% du pétrole algérien. Et en cela, il avait d'autres exemples par le passé, notamment le grand général élu président de la République au Mexique en 1934 pour un seul mandat de 6 ans, de 1934 à 1940. Et pendant cet unique mandat, le général président Lázaro Cárdenas avait nationalisé 100% du pétrole mexicain jusqu'en 2011. C'est-à-dire, comptez avec moi, 1938-2011, ça fait 63 ans. Et aujourd'hui, en 2025, le Mexique n'accorde que 10% des bénéfices de tous les projets pétroliers et gazier au Mexique, et encore, le Mexique n'autorise des entreprises étrangères à explorer et à exploiter du pétrole au Mexique uniquement pour les gisements offshore. Offshore, c'est-à-dire les gisements en mer. Et vous savez, il faut des technologies très spécifiques pour explorer, exploiter le développement des sites, des gisements offshore, à contrario des gisements onshore, c'est-à-dire sur terre, qui sont beaucoup plus faciles à explorer et à exploiter. Donc, feu Houari Boumedienne, le 24 février 1971, s'était beaucoup inspiré du général élu président pour un seul mandat, Lázaro Cárdenas, et pour moi, ça reste le modèle à suivre en termes de souveraineté nationale. Et feu Abdelaziz Bouteflika, avant son 4e mandat, et Dieu sait si pendant son 2e mandat, pendant son 1er et 2e mandat, il avait bradé toutes les richesses gazières et pétrolières aux multinationales étrangères, que ce soit l'américain Nadarco, le français Total, l'autre français Gaz de France devenu Engie, l'italien Eni, les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Malaisiens, les Indonésiens, les Norvégiens, bref, il avait vraiment bradé toutes les richesses gazières et pétrolières, et je vous en ai longuement parlé. Mais, car oui, il y a un mais, avant son 4e mandat,
d'avril 2014, il a fait voter une loi grâce à son ministre de l'énergie, Youssef Yousfi, qui est devenu pendant quelque temps aussi Premier ministre et qui a fini malheureusement aussi en prison, mais Dieu merci, il est sorti de prison. Donc son ministre de l'énergie, Youssef Yousfi, a fait voter cette loi minière du 24 février 2014 qui accordait 100% à l'État algérien dans l'exploration et l'exploitation des richesses minières algériennes. Mais cette loi du 24 février 2014 permettait aussi, en cas de besoin, à l'État algérien, en l'occurrence la société publique qui s'occupe des mines, de pouvoir créer avec un partenaire étranger qui aurait uniquement 49% des parts. Cette société algérienne aurait évidemment la majorité, c'est-à-dire 51%, respectant ainsi la règle 51-49. Alors, pourquoi avoir changé une loi minière qui accordait depuis 2014 100% à l'État algérien dans la recherche, l'exploration et l'exploitation des mines? Aujourd'hui, 2025, les mines représentaient 1% du produit intérieur brut algérien. C'est vrai que ce n'est pas assez, ça fait à peu près 2,5 milliards de dollars, mais dans la mesure où il y a plus de 72 milliards de dollars de réserves, en clair, 72 milliards dans les caisses de l'État, il n'y avait à ce jour aucune urgence pour brader 80% des richesses nationales à des entreprises étrangères dans le cadre des nouvelles entreprises qui vont être créées de droit algérien. Vous savez, quand un pays brade ses ressources, c'est quand le pétrole est très bas, en l'occurrence l'Algérie, ou le gaz est très bas, comme c'était le cas à partir de 87, et que l'endettement est tellement élevé que l'État n'a pas d'autre choix que d'ouvrir son capital, ses richesses gazières, pétrolières, minières, à des entreprises étrangères, car il faut renflouer les caisses de l'État. Et c'était la situation de l'Algérie à partir de 1988. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la jeunesse algérienne est sortie en octobre 88. Il y a eu plus de 1000 morts. Rabbi irhamhum. Et ensuite, le dernier gouvernement de feu Chadi Benjedid a été obligé de pratiquer une ouverture sur le plan économique. Et c'est là où l'Algérie a été obligée de céder une partie de sa souveraineté à des entreprises étrangères dans la recherche, l'exploitation et l'exploration de ces gisements de gaz et de pétrole. Donc on était pris à la gorge. Et aujourd'hui, en 2025, alhamdoulilah, l'Algérie n'est pas prise à la gorge. L'Algérie a de l'argent, des dollars, des euros, des dinars. Alhamdoulilah. Donc rien, je dis bien rien, ne justifiait sur le plan financier l'ouverture si large du capital des prochaines entreprises minières à des multinationales étrangères. Et ce qui est terrible, vous savez ce qui est terrible, c'est que dans le marbre de la loi, les députés algériens, les sénateurs algériens ont signé pour que la part de l'État algérien ne dépasse jamais 20% de ces prochaines entreprises qui vont exploiter les richesses minières algériennes, que ce soit le phosphate, l'or, l'uranium, etc. Mais pourquoi interdire à l'État algérien de dépasser 20% dans ces prochaines sociétés qui vont exploiter les richesses minières? Il aurait été tout à fait possible de dire que, en majorité, l'État pourra avoir 51% du capital de ces prochaines entreprises minières, mais il y aurait la possibilité, dans des cas exceptionnels, pour des entreprises étrangères, d'augmenter leur part dans le capital de ces entreprises. Pourquoi nos législateurs n'ont pas fait preuve de souplesse
Pourquoi interdire à l'État ou une entreprise nationale algérienne d'avoir plus de 20%? Pourquoi favoriser uniquement les entreprises étrangères pour qu'elles aient au moins 80%? Ou pour être diplomate, car en ce moment il faut être diplomate, vous le savez bien, que ces entreprises étrangères auront jusqu'à 80% de ces entreprises minières. Alors, évidemment, je suis triste en tant que citoyen algérien, je suis triste en tant que patriote algérien, et je suis triste en tant qu'homme public qui, depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis 2013, date à laquelle j'ai décidé de m'engager à fond, et vous le savez que je me suis engagé à fond depuis 2013, pour à la fois essayer de contribuer à la mise en place d'un état de droit en Algérie, et aussi, humblement, essayer de contribuer au renforcement, à la consolidation de la démocratie algérienne, afin que l'héritage des révolutionnaires de novembre 54, afin que les négociateurs déviants de mars 62 ne soient pas oubliés. Et cet héritage de nos révolutionnaires, en quoi consiste-t-il? Il consiste à toujours défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie. C'est cela qui m'anime, défendre toujours les intérêts supérieurs de l'Algérie en tant qu'État, de l'Algérie en tant que peuple, et de l'Algérie en tant que prochaine génération. Car ne l'oublions pas, le président Sir Abdelmadjid Tebboune, en novembre 2023 et en février 2025, lors de 2 conseils des ministres, avait dit que les terres rares, certaines terres rares, ne devaient pas être touchées car elles devaient être réservées aux prochaines générations. Il avait dit aussi qu'il fallait que l'État contrôle les mines. Quand on dit contrôle, c'est-à-dire 51%, pas 20%. Et le président avait dit, lors de son dernier message à la nation, lors du 63e anniversaire de l'indépendance algérienne le 5 juillet 2025, il avait dit dans ce message, dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai cité, que la terre, le ciel et l'avenir des générations futures étaient inviolables. Et à partir du moment où il vient de promulguer cette loi minière, qu'il vient de la signer, et cette loi viole la terre et surtout l'inviolabilité des générations à venir, car on n'a pas le droit de décider aujourd'hui pour les générations à venir. Nous n'avons pas le droit. Ce droit nous est interdit, car le peuple d'aujourd'hui a des droits, mais les générations à venir ont aussi des droits. Et le devoir d'un gouvernement, des décideurs politiques, est de penser aussi aux générations à venir. Et c'est ce qu'a dit, et c'est ce qu'a écrit le président de la République à 3 reprises. Novembre 2023, février 2025 et juillet 2025. Mais je vous ai dit, entre les déclarations d'un homme d'État et la réalité pratique de l'exercice du pouvoir, il y a un gap, il y a un monde. Et entre les deux, vous savez ce qu'il y a. Il y a les pressions des multinationales, du lobbying de la 5e colonne et des puissances étrangères. Vous avez vu comment la France exerce des pressions extraordinaires sur l'Algérie depuis quelques années, et notamment depuis la faiblesse de l'état de santé de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez que la France en a profité dès 2018 en obligeant le dernier gouvernement de feu Abdelaziz Bouteflika a accordé 25 ans de gaz gratuit supplémentaire à Total. C'était le 11 juin 2018, notamment sur le site gazier de TFT. Mais ça ne lui a pas suffi.
Elle a à nouveau fait pression sur les gouvernements de Sir Abdelmajid Tebboune en juillet 2022. Vous savez que j'étais à ce moment-là avec mes deux avocats, Maître Abdelkader Chouhra et Maître Yassine Khalifi, ainsi qu'avec mon infirmier personnel, Si Hamza Djabri, que je tiens à saluer. Nous étions en prison, notamment au centre de détention de Chlef, à partir du 14 mai 2022 et le 19 juillet 2022. La France d'Emmanuel Macron a exercé des pressions énormes pour que l'Algérie renouvelle, là aussi, pour 25 ans supplémentaires de pétrole gratuit à Hassi Barkine. Normalement, vous saviez, j'en avais parlé avant d'être incarcéré, que l'Algérie devait récupérer 100% du gisement pétrolier de Hassi Barkine à partir de janvier 2023. Figurez-vous que l'Algérie a subi d'énormes pressions, et en l'occurrence la Sonatrach, le ministre de l'énergie, Mohamed Araqab, et le président de la République, pour renouveler pour 25 nouvelles années les contrats avec Total, avec Eni et avec l'entreprise américaine occidentale qui avait racheté Anadarko. Normalement, oui, je vous le dis, je le répète, et les spécialistes pétroliers peuvent vous le confirmer, l'Algérie devait récupérer 100% du deuxième plus important gisement pétrolier d'Algérie après Hassi Messaoud, c'est-à-dire Hassi Barkine. 400 000 barils de pétrole par jour. C'est énorme. C'est 45%. Oh là là, 45%. Vous imaginez de la production quotidienne en pétrole de notre pays. Oui. 400 000 barils par jour. L'Algérie a été obligée de céder et de renouveler ce contrat. Et au lieu de 100%, l'Algérie est obligée de n'avoir que 51%, et les 49 autres pourcents ont été accordés à l'américain occidental, 24,5, à Total, 12,5, et à l'italien, Eni, 12,5. Sur 25 ans, le manque à gagner pour l'État algérien, sur la base d'un prix du baril de pétrole à 70 $, sachant que le coût de revient d'un baril de pétrole, c'est à peu près 20 $. Donc sur 25 ans, c'est un manque à gagner de 97 milliards de dollars pour l'Algérie. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 97 milliards de dollars pour les caisses de l'État algérien? Et savez-vous combien Total a gagné sur ces 25 ans? Le chiffre exact est 24 milliards de dollars, c'est-à-dire 12 millions de logements pour le peuple algérien. Car 1 million de logements, ça coûte en prix de revient 2 milliards de dollars. Donc calculez avec moi, 24 divisé par 2, ça fait 12. Donc Total a privé le peuple algérien de 12 millions de logements sur 25 ans. Et rien que sur le gisement de Hassi Barkine sur 25 ans, le manque à gagner, je vous l'ai dit, c'est 97 milliards de dollars pour les caisses de l'État algérien. 97 divisé par 2, c'est-à-dire 48,5 millions de logements pour le peuple algérien. C'est-à-dire que rien qu'avec le gisement de Hassi Barkine, ce qu'on a été obligé de céder aux entreprises étrangères, c'est l'équivalent sur 25 ans de 48,5 millions de logements. Alors évidemment, personne ne va vous raconter cette histoire, personne ne va vous dire la vérité. Vous savez pourquoi? Car malheureusement, l'élite politique et intellectuelle, ou bien a peur, ou bien n'a pas confiance en elle-même, ou bien ne veut pas aller en prison. Mais vous savez, j'ai déjà fait 4 prisons en Algérie, et j'ai fait 2 prisons en France, d'abord en 2012, ensuite entre octobre et 2023 et décembre 2023. Vous savez que pendant que j'étais emprisonné en Algérie et placé en résidence surveillée,
La France en a profité pour saisir tous mes biens, bloquer tous mes comptes. Et aujourd'hui, je ne me retrouve avec rien si ce n'est la bénédiction d'Allah subhanahu et la générosité de mes frères et de mes sœurs que je tiens à nouveau à remercier. Alors vous savez qui m'a aidé à sortir de prison en France? Sachez que grâce au président Sir Abdelmajid Tebboune, j'ai bénéficié de la protection consulaire de l'Algérie. Et à nouveau, je remercie le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, de m'avoir fait bénéficier de cette protection consulaire, en plus des 3 grâces présidentielles dont j'ai bénéficié en février 2021, en juillet 2022 et surtout la grâce présidentielle exceptionnelle et individuelle du 18 janvier 2023. Vous le savez, je viens d'une famille où les valeurs sont importantes et je serai toujours reconnaissant à l'endroit du président Sir Abdelmajid Tebboune de m'avoir accordé ces 3 grâces présidentielles et de m'avoir fait bénéficier de cette protection consulaire qui m'a permis de sortir de prison, de la prison française de Fresnes le 21 décembre 2023. Depuis, évidemment, j'ai porté plainte contre le général Denis Favier pour récupérer mes 100 millions d'euros, car vous savez, contrairement à ce que disent certains caméléons qui jadis ont aidé le pouvoir de feu Abdelaziz Bouteflika et aujourd'hui soutiennent le lobbying de la 5e colonne, je suis le seul, je dis bien le seul, depuis 2013, à dénoncer les actions de la multinationale Total contre l'Algérie. Je suis le seul à avoir dénoncé le gaz de schiste que Total tentait d'exploiter à Ain Salah. Et vous savez que j'ai fait une longue marche de 1255 km entre Tizi Ouzou et Ain Salah entre le 21 mars 2015 et le 18 avril 2015. J'ai organisé 157 manifestations anticorruption et notamment devant le siège de Total. Personne d'autre ne l'a fait. Et j'ai dénoncé les contrats accordés par l'ancien gouvernement algérien à Total le 11 juin 2018, notamment avec le renouvellement du contrat de TFT où Total bénéficiait de 25 années de gaz gratuit. J'ai aussi dénoncé la pression du groupe Total sur l'Algérie pour obtenir le renouvellement du contrat de Hassi Berkine avec 25 nouvelles années de pétrole gratuit. Et je suis toujours celui qui a dénoncé le dernier contrat accordé par la Sonatrach à Total le 17 juin 2025, car avec le général Denis Favier qui est vice-président de Total, Total réussit toujours à obtenir des nouveaux contrats en Algérie et ça ne s'arrête jamais. Et vous avez pu constater que personne d'autre que moi n'a dénoncé ces contrats. Personne d'autre que moi n'a dénoncé les pressions de l'État néocolonial français. Alors quand j'entends, quand je lis certains caméléons qui soutenaient Bouteflika hier, qui a bradé les richesses du pays et qui aujourd'hui soutiennent la 5e colonne, mais j'ai envie de rire. Vous savez, je ne suis plus nouveau maintenant dans la scène politique et médiatique algérienne. Et vous aussi, vous connaissez ces caméléons qui n'osent même pas venir en Algérie et qui critiquent à travers leur téléphone. Faites comme moi. Si vous êtes des hommes, venez en Algérie, allez en prison, comme moi, allez en prison en France, comme moi. La France m'a tout pris. Et quand j'entends que ces personnes-là disent que je suis instrumentalisé par la France, mais je suis celui qui donne des arguments à l'État algérien pour justement résister à ces multiples pressions de l'État néocolonial français qui a proposé depuis plus d'1 an la mise en place de 5 fronts. Un front diplomatique, un front politique, un front juridique, un front médiatique et un front intellectuel pour résister à ces pressions énormes de l'État néocolonial français sur l'État algérien, sur le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune. Mais je n'ai pas été écouté, car nous avons des diplomates médiocres, nous avons des diplomates incompétents, et nous avons malheureusement un ministre des Affaires étrangères qui a échoué dans ses différentes missions, aussi bien pour défendre les causes qui tiennent à cœur l'Algérie, que ce soit la cause palestinienne. L'Algérie n'arrive toujours pas à faire accepter un État
palestiniens, que ce soit la cause du Sahara occidental, depuis que M. Ahmed Attaf est ministre des Affaires étrangères, il cumule les échecs. La France a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ensuite, il y a eu, avant cela, pardon, l'Espagne. Ensuite, il y a eu l'Angleterre. Ensuite, le Ghana. Et là, avant ça, l'Allemagne. Et maintenant, le Portugal. C'est un échec total de la diplomatie de Ahmed Attaf. Et quand je vois que maintenant, le ministère des Affaires étrangères, sous la houlette de M. Ahmed Attaf, s'est transformé en une agence immobilière où il a fait une déclaration d'allégeance à l'État néocolonial français en demandant que cet État lui envoie une délégation de diplomates pour renégocier des baux de location, c'est-à-dire des contrats de location au sujet de 61 biens que l'ambassade de France, que les consulats français, que des instituts français occupent au dinar symbolique depuis 1963. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du niveau de feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, Rabbi Yarhamou. Ce n'est pas du niveau de feu Sherif Gellal, Rabbi Yarhamou. Ce n'est pas du niveau de feu Sidi Ahmed Ghazali, Rabbi Yarhamou ou Rabbi Yarhamoum. L'Algérie mérite beaucoup plus de grandeur. Et en plus de cela, quand je vois que ce ministre des Affaires étrangères a cautionné, au même titre que le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, le renouvellement pendant 35 longues années du contrat concernant le gisement pétrolier de Menzel Lejmet North, MLN, qui à ce jour produit 35 000 barils jour. Il a renouvelé ça à une entreprise publique indonésienne. C'est l'équivalent de la Sonatrach en Indonésie. Il s'appelle Petermina, qui possède depuis 2014 65% de ce gisement en étant l'opérateur. Ces 65%, l'entreprise publique Petermina les a achetés à l'entreprise américaine ConocoPhillips. Avant cela, ça appartenait à Burlington. Avant cela, ça appartenait depuis 1992 à une autre entreprise américaine qui s'appelait Louisiana. Donc 65% achetés par l'Indonésie en 2013, validité 2014, 1,750 milliard de dollars. À l'époque, Feu Abdelaziz Bouteflika ne voulait pas racheter, ne voulait pas exercer son droit de préemption, car comme je vous l'ai dit, jamais, je dis bien jamais, l'Algérie n'a exercé son droit de préemption pour acheter des parts détenues par des entreprises étrangères, tout aussi bien dans des gisements gaziers que dans des gisements pétroliers, que ce soit à Toit de Gaz à Adrar, que ce soit à Argan Nord, à Argan, que ce soit à Hassimuna avec Equinor, le norvégien, que ce soit avec Menzel Lejmet East, avec Eni. Ça, vous savez que Shakib Khalil a touché des pots de vin de 41 millions d'euros, c'est-à-dire 500 milliards de centimes de l'entreprise italienne Eni pour que Eni rachète les 75% que possédait l'entreprise canadienne First Calgary Petroleum. C'était en 2008 avec l'accord du chef de gouvernement Ahmed Ouiahia. Donc jamais la Sonatrach n'a exercé son droit de préemption. Et ça continue. Ça continue. Donc, ce contrat a été renouvelé. Je reviens à l'Indonésie. Avec la caution du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a reçu en décembre 2023 la ministre des Affaires étrangères indonésienne qui défendait les intérêts de Petermina. Et Mohamed Arqab a signé ce contrat. 35 nouvelles années en juin 2023. Et vous savez combien la Sonatrach détient de parts dans ce gisement? L'entreprise publique indonésienne Petermina détient 65%. L'entreprise espagnole Repsol détient 35%. En termes de barils, sur les 35 000 barils de pétrole, Petermina, l'Indonésien, détient 23 000 barils
qui correspondent à ces 65%, et l'entreprise espagnole Repsol détient 12 000 barils, qui correspondent à ces 35%. Et la Sonatrach, combien détient-elle? 0%. 0%. La Sonatrach et l'État algérien ne touchent que les taxes, que quelques impôts, et des revenus liés au transport du pétrole depuis le Sahara, depuis le gisement pétrolier, jusqu'au port dans le nord avant leur expédition en Indonésie pour Petermina et leur expédition en Espagne pour Repsol. Vous imaginez ces deux ministres d'État qui ont la responsabilité de l'État algérien, en qui le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, fait confiance, ont renouvelé, ont cautionné le renouvellement de ce contrat de Menzel Lejmet North pendant 35 longues années où la Sonatrach aura 0%. Et vous croyez qu'il y a un seul homme politique qui en a parlé? Un seul économiste qui en a parlé? Un seul spécialiste qui en a parlé? Une seule association qui en a parlé? Non, personne n'en parle. Car le manque de confiance, la peur et cette fâcheuse habitude que une grande partie de notre élite a de fermer les yeux sur ces absurdités font qu'aujourd'hui, le président de la République n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Et quand bien même il serait au courant, comme la dernière loi minière, vous savez très bien que le président Macron, avec d'autres pays, notamment le grand Washington, font d'énormes pressions sur l'Algérie pour céder une grande part de nos richesses minières, gazières et pétrolières. Alors, juste un chiffre. Certains m'accusent de défendre la France une fois, un autre jour ils m'accusent de défendre les États-Unis, mais je suis le seul à vous parler des pressions des multinationales sur l'Algérie. Je suis le seul à dénoncer les pressions de Total sur l'Algérie. Je suis le seul à dénoncer les pressions de l'américain Nadarco et maintenant occidental, car on ne vous en parle plus. Mais l'américain occidental, contrairement aux déclarations du président de la Sonatrach, M. Rachid Hashishi, qui a dit que la Sonatrach contrôlait 80% de la production en hydrocarbures, il a juste oublié que les Américains tout seuls, avec Occidental, contrôlaient 260 000 barils de pétrole à Hassi Barkin. Faites vos comptes. Sur la base d'une production de 900 000 barils par jour, faites la division, 900 000 divisé par 260 000, ça fait quoi? Ça fait à peu près 27-28%. Je vous dis ça à la louche. Vous avez vu, j'ai pas de notes. Je vous parle tout droit dans les yeux, car je maîtrise mon sujet. Évidemment, je le maîtrise. Donc les Américains, une seule entreprise américaine détient 27 à 28% de la production quotidienne de pétrole. Sans compter l'espagnol Cepsa, 130 000 barils équivalent pétrole jour. L'autre espagnol Repsol, 60 000 barils équivalent pétrole jour. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Rien que... Ah oui, Eni, nos amis italiens, 137 000 barils équivalent pétrole. Allez, on fait une petite addition. 260 000 plus 130 000 pour Cepsa, plus 60 000 pour Repsol, on est déjà à 450 000, plus 137 000 pour Eni, ça fait combien? 527 000 déjà. Alors on ne va pas rajouter le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, 35 000.
Thaïlande, etc., etc. Donc vous voyez, Monsieur le Président de la Sonatrach, on est déjà à 600 000 pour des compagnies étrangères. J'ai pas envie de vous faire mal à la tête. L'Algérie, elle a combien? À peine un bon tiers. Un bon tiers. 63 ans après l'indépendance, la Sonatrach ne contrôle qu'un tiers. Un bon tiers. Allez, un gros tiers pour être gentil, car vous savez, parfois il faut être diplomate, n'est-ce pas? Mais devant tous les médias algériens, M. Rachid Hachichi, sans aucun chiffre, hein, sans présenter le moindre chiffre, ose dire que la Sonatrach contrôlait 80% de la production. Et puis bien sûr, ses adjoints hochaient de la tête. Oui, 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 Monsieur le Président. Rien que Occidental l'Américain détient 260 000 barils jour. Ça fait mal, non? Non, je sais pas. Moi, ça me fait mal. Mais vous, si ça ne vous fait pas mal, c'est pas grave. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude. Hein. J'ai l'habitude. Hein. J'ai publié plus de 1500 vidéos pour défendre la souveraineté algérienne. Oui, la souveraineté algérienne. Car, vous savez, j'ai passé 4 années en prison et résidence surveillée en Algérie. Vous savez pourquoi le président algérien m'a accordé 3 grâces? Vous savez, je suis le seul dans l'histoire de l'Algérie à avoir bénéficié de 3 grâces, donc une seule grâce exceptionnelle et individuelle. Vous savez, quand les intermédiaires sont venus me voir pour me dire « Monsieur Nekaz, non seulement on va vous libérer, mais prochainement aussi on va faciliter l'obtention des documents administratifs et que vous pourrez vous soigner à l'étranger si tel est votre souhait. » Et j'avais demandé à ces intermédiaires, mais qu'est-ce que vous demandez en échange? Vous savez, on m'a habitué que on n'a rien sans rien. Vous savez ce que m'a dit cette personne-là? Ils étaient 9. Ils étaient 9. Bah oui, 9. Bah oui, 9. Quelqu'un d'eux m'a dit avec un parfait français, le président n'a aucun doute sur votre patriotisme. Ça m'a fait chaud au cœur. Vous savez, d'entendre ça, après 4 ans de président des résidences surveillées. Et là, tout d'un coup, j'étais apaisé. J'ai dit, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'était en mars 2023. Et en effet, le 4 avril, j'ai pu prendre un avion pour aller à Alicante et ensuite rejoindre ma femme et mon fils aux États-Unis. Ça m'a fait chaud au cœur. Et depuis, je viens en Algérie sans aucun problème. Donc oui, le président algérien sait. Il le sait. Il n'a aucun doute sur mon patriotisme. Et quand je défends la souveraineté algérienne dans les mines ou dans les contrats incroyables renouvelés par le ministre de l'énergie Mohamed Al-Aqab et le président de la Sonatrach Rachid Hachichi avec Petermina. Oui, j'ai pas fini, excusez-moi. J'ai pas de feuille, donc les idées viennent au fur et à mesure. Petermina, l'indonésienne, c'est une des entreprises les plus corrompues au monde. Là, il y a un scandale dont je vous ai montré le rapport de 22 pages. 12 milliards de dollars de corruption. Vous imaginez, les 5 dernières années, ils ont surfacturé l'importation de pétrole, dont les 35 000 barils. Ben oui, plutôt les 23 000, parce que Petermina est en 65% du gisement de MNL, Menzel, pardon, MLN, oui, Menzel, pardon, Lejmet North. Bah, ils ont surfacturé. Donc avec tout ce qu'ils ont surfacturé de tout le pétrole importé, ça représente 12 milliards de dollars de surfacturation que 9 dirigeants de Petermina, l'indonésienne, se sont partagés entre eux et ils ont tous été arrêtés. Et c'est dans ces 5 années que le renouvellement du contrat a été accordé par le ministre de l'énergie, le président de la Sonatrach et la caution du ministre des Affaires étrangères. Il
faudrait peut-être regarder ce qui s'est passé. Pourquoi renouveler pendant 35 ans un contrat où la Sonatrach a 0%? Je ne sais pas. Même la loi minière a dit qu'on laisse quand même 20% à l'Algérie. Normalement, on devait avoir la règle de 51-49. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. La loi du 11 décembre 2019, avant l'élection du président Sir Abdelmajid Tebboune, elle dit bien 51-49 dans les contrats de gaz et de pétrole. Alors je ne comprends pas. En plus, l'Indonésien Petermina, depuis 2016, essaie de racheter les 35% que détient l'Espagnol Repsol. Donc 65 plus 35, ça fait 100%. 100% pour Petermina. Mais apparemment, elles ne se sont pas entendues sur le montant. L'Algérie est spectatrice. Voilà, elle regarde de loin ce qui se passe dans son propre sous-sol. Donc oui, le président Sir Abdelmajid Tebboune n'a aucun doute sur mon patriotisme. Je suis le seul à parler de ces contrats-là. C'est quand même étrange, non? Comment ça se fait que je sois le seul dans ce pays à parler des contrats de gaz et de pétrole, surtout à dénoncer le fait que tous, je dis bien tous les contrats signés sous feu Bouteflika et arrivés à échéance au bout de 20 ans ont tous, je dis bien tous, été renouvelés. Tous. Normalement, au bout de 20 ans, je vous l'ai dit en introduction, l'Algérie doit détenir 100% de ses gisements. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à acheter mon premier studio, j'avais fait un prêt le premier prêt, hein, c'était un prêt de 10 ans. Ben, au bout de 10 ans, j'avais remboursé la banque et au bout de 10 ans, le studio m'appartenait. Je n'avais pas besoin de redonner des mensualités à la banque, c'est fini. Ça m'appartenait à 100%. Mais c'est exactement la même chose pour un gisement de gaz ou de pétrole. Au début, l'Algérie, c'est normal, accorde, je ne sais pas, 20, 30, jusqu'à 49% à un partenaire étranger qui va mettre l'argent nécessaire pour la recherche, l'exploration et l'exploitation du gisement. C'est tout à fait normal que pendant 10, 15, à l'époque de feu Walid Boumedienne, c'était 15 ans. Mais après Bouteflika, c'est passé à 20 ans. Donc au bout de 20 ans, c'est normal que l'entreprise partenaire, pendant ces 20 ans-là, donc a une part importante de ce gisement, mais au bout de 20 ans, c'est fini. C'est fini, alhamdoulilah. Le gisement est en exploitation, les installations gazières ou pétrolières sont en marche. Normalement, ça revient à 100% à la Sonatrach. Comme mon studio. Au bout de 10 ans, le studio m'appartenait à 100%. Je ne devais plus rien à la banque. De la même façon qu'au bout de 20 ans, la Sonatrach ne devait plus rien à Total, ne devait plus rien à Eni, ne devait plus rien à Darco, ne devait plus rien à Petermina, ne devait plus rien à qui d'autre? Occidental ou à Equinor, le Norvégien. Oui, c'est fini. Et puis, alhamdoulilah, la Sonatrach, 200 000 employés, des milliers de cadres, d'ingénieurs, de techniciens. Ils sont quand même capables de gérer un fonctionnement normal d'un gisement de gaz ou de pétrole. On a assez de main-d'œuvre qualifiée, on a un institut algérien du pétrole. Et puis, quand bien même on aurait quelques difficultés, nous avons des talents extraordinaires, des ingénieurs qui travaillent aux États-Unis, à Oman, au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Russie. Il suffit de les payer et de leur dire « Venez, on va vous payer très cher, mais on préfère payer des ingénieurs algériens plutôt que de donner dans un nouveau contrat qui dure cette fois-ci 25 ans, donner 49% à des entreprises étrangères ou 100% comme dans le cas de Petermina. Je vous dis des choses qui relèvent du bon sens, non? Avec 200 000 employés, 154 filiales, la Sonatrach. 154 filiales. Donc, on a des filiales spécialisées dans toutes les activités qui couvrent toute la chaîne dans le domaine des hydrocarbures. Depuis la recherche, l'exploration, l'exploitation, la commercialisation. On a 154 filiales qui dépendent de la Sonatrach. Donc, alhamdoulilah, comment on peut donner 49 dans le cas d'Anadarko, le contrat de Hassim Berkin, 75% à Hassim Ouina, 65%
Adrar avec toit de gaz, 65% à Ain Salah, 75% à Menjel Lejmet East ou 100% à Menzel Lejmet Nord. Ou 91,80% à Tigentourin. Comment c'est possible ça? Il y a bien quelque chose qui cloche, non? Vous ne trouvez pas? Vous trouvez que c'est normal? Alors pour éviter que les mercenaires de la 5e colonne commencent à développer des milliers de commentaires, des dizaines de vidéos, tout d'un coup je suis devenu un homme très important. Incroyable. Depuis ma sortie de prison, pas d'articles, pas de vidéos, j'ai été aux abonnés absents. Et là, tout d'un coup, quand j'ai commencé à toucher quelque chose qui fait mal et qui touche 2 ministres importants, M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Arqam, ministre de l'énergie, bah évidemment, ils ont mobilisé leur mouche électronique. Bah, vous savez, j'ai l'habitude maintenant avec les mouches électroniques. Vous croyez que vous allez me faire peur avec vos mouches électroniques? Vous croyez que vous allez faire peur au patriote nationaliste Rachid Nekaz qui a abandonné sa nationalité française en juillet-août 2013 pour essayer d'apporter sa contribution à la démocratie et à l'état de droit en Algérie après un engagement auprès de mon défunt papa qui a participé au financement de la révolution en France avec mon oncle Rabbi Yarhamou. Vous croyez que moi je vais avoir peur? 4 prisons en Algérie, 2 prisons en France, ruiné en France. Vous croyez que je vais avoir peur des mouches électroniques ou des caméléons qui soutenaient bec et ongle la mafia des 40 voleurs sous Bouteflika qui aujourd'hui défendent bec et ongle la 5e colonne qui fait pression sur le président algérien? Vous croyez que je vais avoir peur? Non, je n'aurai pas peur. Et je vais continuer à publier des vidéos tous les jours, calmement, avec sagesse, avec pondération, avec des preuves vérifiables par tout le monde. Car contrairement à ces caméléons, j'apporte des preuves. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, l'image Bouchelhel Ishkibiya, celui qui a un problème avec moi n'a qu'à porter plainte contre moi. Les tribunaux algériens sont ouverts 5 jours sur 7. N'hésitez pas. Preuve contre preuve. Si je dis des choses qui sont fausses, les tribunaux algériens sont là, n'est-ce pas? Mais comme vous savez, ces documents que je présente sont des documents vérifiables par tout le monde, sont des documents officiels qui viennent des entreprises dans le domaine du gaz ou du pétrole, Petermina l'indonésien, Cepsa l'espagnol, Repsol l'espagnol, Eni l'italien, Anadarko occidental l'américain, Equinor le norvégien. C'est public. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous avez du mal à accepter que nous avons des personnes dans les institutions algériennes qui ne défendent pas les intérêts algériens? Mais il faut le dénoncer, et je le dénonce calmement avec des preuves. Un homme ou une femme qui ont la confiance du président de la République et qui ne défendent pas les intérêts de l'État algérien et du peuple algérien n'ont pas leur place, ni dans les institutions algériennes, ni dans le gouvernement algérien. Vous savez que le président Seydi Abdelmajid Tebboune a limogé un certain nombre de walis, de hauts fonctionnaires, de ministres, de conseillers à la présidence. Il y en a un qui était, M. Bouakez, condamné à 5 ans de prison, chargé du protocole Al-Moradia. Il n'a pas de problème. L'ancien ministre délégué, je crois, au PME, ou c'était ça, je crois, aux petites entreprises, il a été condamné. Il a limogé plusieurs ministres, ministre des Transports, ministre des Finances, etc. Il avait même limogé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtan Ramamra, qui s'était endormi lors d'une conférence de presse du président Seydi Abdelmajid Tebboune à Doha, au Qatar. Vous vous en souvenez? J'avais fait 9 vidéos. J'avais dit c'est inadmissible qu'en plein public, devant les caméras du monde entier, l'ancien ministre des Affaires étrangères s'est endormi, tout simplement. Et il s'est même caché comme ça, derrière le dos d'une autre personne qui était présente, pendant que le président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, faisait une conférence de presse. Mais c'était la honte suprême
Donc le président n'a aucun problème avec les incompétents et les médiocres. À partir du moment où le président a des preuves que certaines personnes ne sont pas en mesure de remplir la mission qui leur a été confiée, ils n'ont pas leur place dans un gouvernement. Mohamed Arqab et M. Ahmed Attaf, à partir du moment où ils ont cautionné le renouvellement d'un contrat avec une société mondialement connue pour sa corruption, en Indonésie on l'appelle la mafia du gaz et du pétrole, c'est comme ça qu'on appelle cette société, Petermina, à qui on vient d'attribuer un prolongement de 35 ans de ces 65% dans notre sous-sol algérien, à Menzel Lejmet. Vous imaginez 12 milliards de dollars de corruption, et l'Algérie, qui est censée lutter contre la corruption, je vous rappelle que nous avons 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, qui ont été jugés, condamnés et emprisonnés pour corruption. Donc, il ne faut pas avoir le deux poids, deux mesures. Ou bien on lutte contre la corruption partout, c'est-à-dire en interne et en externe, ou bien on ne lutte pas contre la corruption. On ne peut pas faire semblant de lutter contre la corruption en Algérie et favoriser les entreprises mondialement connues pour être des entreprises corrompues et corruptrices. Vous savez, c'est quoi la différence? Une entreprise corrompue et corruptrice. Une entreprise corrompue, ça veut dire que la corruption fait partie de ses valeurs en interne. C'est un paradigme. Et corruptrice, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent à des ministres ou à des hauts fonctionnaires ou à des responsables des compagnies pétrolières gazières à l'étranger pour obtenir des contrats gaziers ou pétroliers. Ça s'appelle des pots de vin. Total en fait partie. Elle l'a fait en Algérie. Elle l'a fait en Iran. Elle l'a fait en Irak. Eni en fait partie aussi. Elle l'a fait en Algérie. Elle l'a fait au Nigeria. Elle l'a fait au Congo. Sinopec aussi en fait partie. Le chinois l'ont fait en Afrique, partout en Afrique. Petermina, pareil, en Indonésie. Ce sont des entreprises corrompues et corruptrices. Comment on peut expliquer à notre peuple et aux générations à venir que l'Algérie, depuis 2019, a incarcéré une vingtaine de ministres, c'est un gouvernement entier, en prison pour corruption, avec des hommes d'affaires, avec lesquels j'étais. Je tiens à les saluer car sur le plan humain, ils sont gentils. Le dossier judiciaire, je ne le connais pas. Il y a des militaires en prison pour corruption. Mais, tout en jugeant, condamnant, incarcérant des Algériens pour corruption en Algérie, on a signé régulièrement, pendant la même période, des contrats avec des entreprises corrompues et corruptrices et condamnées pour corruption. Alors, ou bien l'Algérie est devenue un État schizophrène, ou bien l'Algérie pratique le deux poids, deux mesures, comme les pays qui font partie du Conseil de sécurité en leur qualité de membres permanents. Vous avez bien vu, ils favorisent Tel Aviv, mais ils laissent tomber la Palestine. C'est ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Les Américains, avec la coalition occidentale, ont bombardé l'Irak, mais n'ont jamais bombardé Tel Aviv. C'est ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. Donc, est-ce que l'Algérie pratique le deux poids, deux mesures? Intransigeante avec les ministres, les hommes d'affaires, les militaires algériens, mais très gentille, très généreuse, très bienveillante, avec les multinationales étrangères corrompues et condamnées pour corruption, comme Eni, Total, Sinopec, Petermina, etc., etc. Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que depuis mai 2017, date à laquelle l'actuel président de la République, Cheikh Abdelmadjid Tebboune, avait été nommé par feu Abdelaziz Bouteflika chef du gouvernement, j'ai toujours soutenu son action anti-corruption. Et je continuerai à soutenir son action anti-corruption. Je continuerai et je respecterai toujours l'homme, si Abdelmadjid Tebboune. Je continuerai à soutenir son action anti-corruption, mais partout, en interne et en externe. C'est la raison pour laquelle je demande au président de mettre fin à tous les contrats renouvelés
avec des entreprises condamnées pour corruption. Car lui-même l'a dit, l'Algérie a des principes. Et au nom du principe de la lutte contre la corruption, l'Algérie ne peut pas se permettre de renouveler des contrats aussi importants et aussi longtemps avec des entreprises, des multinationales corrompues. Vous savez qu'il y a dans la loi algérienne des cas qui sont prévus pour des entreprises condamnées pour corruption. Donc selon le cas, une entreprise condamnée pour corruption ne peut pas prétendre à participer à des appels d'offres pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Mais il faut faire la même chose dans le cas du gaz et du pétrole. À partir du moment où une entreprise a été condamnée pour corruption, et surtout pour des gisements stratégiques, gaz, pétrole et mines, l'État algérien ne peut pas se permettre de discuter avec elle, de signer des contrats avec elle. Car l'Algérie a des principes, n'est-ce pas, Monsieur le Président Saad El-Majid Tebboune? Donc oui, je demande au Président Saad El-Majid Tebboune d'annuler tous les contrats au nom de la lutte contre la corruption. Et vous verrez qu'au niveau de l'arbitrage international, nous gagnerons. Car au niveau de l'arbitrage international, à partir du moment où la lutte contre la corruption fait partie des principes de l'État algérien et du code de loi algérien, évidemment, on peut justifier la remise en question de ces contrats avec ces multinationales qui exercent des pressions énormes sur l'Algérie. Et maintenant, on va revenir à la question du début de cette vidéo, c'est-à-dire souveraineté et démocratie. Donc oui, je défendrai toujours l'homme, Saad El-Majid Tebboune, je le respecterai. Je défendrai et j'encouragerai toujours son action contre la corruption, et en Algérie, et à l'étranger avec les multinationales. Cela fait partie de mon souci premier, qui est le patriotisme qui s'incarne dans la défense de la souveraineté algérienne, mais je suis aussi un démocrate. Et la démocratie, c'est de dire la vérité. D'ailleurs, le président de la République a invité le peuple algérien à plusieurs reprises à lui confier tous les dysfonctionnements en Algérie. Car il ne peut pas tout seul tout gérer, évidemment. Il n'y a que 24 heures dans une journée, le pays est très vaste, il y a des dizaines de ministères, des milliers de hauts fonctionnaires, une soixantaine de wilayas, plus de 150 ambassadeurs, etc. Il ne peut pas tout gérer, donc il faut lui signaler les dysfonctionnements. Et c'est ce que je fais. Vous savez, depuis que j'ai retrouvé ma liberté politique, je vous ai dit que j'allais exclusivement la consacrer sur des thématiques qui concernent la meilleure façon d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Et il y a 2 domaines, en l'occurrence la diplomatie, c'est pour ça que je parle beaucoup de diplomatie, car ça fait partie de l'image de l'Algérie à l'étranger, et de l'énergie, car le ministère de l'Énergie passe son temps à signer des contrats avec des multinationales, dont beaucoup sont corrompus, et donc là aussi ça fait partie de mon engagement d'essayer d'améliorer l'image de l'Algérie au niveau international. Donc, mais la démocratie, c'est quoi? C'est pas de toujours dire oui à ce que fait un président ou un gouvernement. Non. La démocratie, c'est comme je l'ai rappelé en début de vidéo, c'est de défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie. Ça, c'est intangible. Ça ne bouge pas. Quelle que soit la situation, quelles que soient nos idées, nos programmes, nos idéologies, nos pensée, on doit, en tant que citoyen d'un État, toujours défendre les intérêts supérieurs de ce pays, en l'occurrence de l'Algérie. Les 47 millions d'Algériens en Algérie, les 7 millions d'Algériens à l'étranger ont un devoir absolu à toujours défendre les intérêts de l'Algérie en tant que pays. Ça, c'est intangible, ça ne bouge pas. Mais autant nous avons tous ce devoir de défendre les intérêts de l'Algérie, et ceux qui ne défendent pas les intérêts de l'Algérie n'ont pas leur place dans la communauté nationale, autant la démocratie nous oblige, nous invite, nous encourage à dénoncer tout ce qui ne va pas pour améliorer la situation. Vous savez, c'est un précepte coranique. Dénoncer le mal et dire et faire le bien. Je suis dans cette philosophie, dans cette sagesse, dans cette ligne qui est une ligne citoyenne par excellence.
est la ligne de tout croyant. Donc ce que vient de faire le président de la République sous la pression du président français Macron n'est pas une décision que je soutiens. Il s'agit évidemment de la promulgation de la loi minière. En tant que citoyen algérien, je considère qu'elle porte atteinte à la souveraineté nationale. C'est mon opinion personnelle que des millions d'Algériens partagent, même s'ils n'ont pas la possibilité ou la volonté ou l'énergie de l'exprimer publiquement comme je le fais maintenant devant vous. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas lever son doigt comme la majorité des sénateurs ou de dire oui à tout, car les mêmes qui étaient avec les actions du président Feu Abdelaziz Bouteflika hier sont les mêmes qui disent aujourd'hui oui à tout ce que fait le gouvernement algérien. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est défendre des idées. Mon idée à moi, c'est arc-bouter sur la souveraineté comme Feu Walid Boumedienne le 24 février 1971, comme Feu le général président mexicain en 1938, c'était le 18 mars 1938, lorsqu'il a nationalisé 100% du pétrole mexicain. Voici mes références. Je suis un vrai souverainiste. C'est la raison pour laquelle j'ai applaudi la décision des autorités nigériennes qui ont nationalisé 100% de l'uranium qui, depuis 1968, était contrôlé par l'entreprise française Areva devenue Orano. Pourtant, je suis en désaccord avec les autorités nigériennes sur la façon dont ils ont bridé certaines libertés publiques, mais je suis obligé d'applaudir leur souverainisme économique. Donc la démocratie, c'est pas être d'accord sur tout, c'est pas défendre un homme. La démocratie, c'est défendre des idées. Donc là, je ne suis pas d'accord avec le président algérien sur le fait qu'il ait signé cette loi minière qui accorde 80% dans le capital des entreprises de droit algérien aux multinationales étrangères. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord de façon respectueuse, je vous ai dit. Autant je ne suis pas d'accord avec cette loi, autant je continuerai à respecter l'homme et à soutenir son action anticorruption. C'est ça être un homme public, c'est ça être sage. J'ai remarqué en effet qu'en Algérie, c'est ou bien vous êtes avec quelqu'un à 100% ou vous êtes contre lui à 100%. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est faire des distinctions. Il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord et d'autres sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Donc je vous ai donné ma position avant la signature, la promulgation de cette loi minière, et j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas la signer. Le président, sous la pression du président français Macron et sûrement d'autres multinationales, et peut-être même la pression du lobbying de la 5e colonne, et vous savez qu'elle est puissante. Elle a déjà été puissante en 2005, vous vous en souvenez, quand le président Feu Abdelaziz Bouteflika a subi d'énormes pressions pour voter la loi sur les hydrocarbures, sous la pression de Chakib Khalil qui défendait des intérêts italiens Eni et des intérêts américains Anadarko. Vous le savez. Il avait promulgué la loi en 2005, mais grâce à l'intervention du président vénézuélien Hugo Chavez, un an après, il a signé une ordonnance où il avait annulé cette loi sur les hydrocarbures. Et j'ai bon espoir que dans les mois à venir, quand les choses se seront tassées, que le président Si Abdelmajid Tebboune trouve la même énergie que celle de Feu Abdelaziz Bouteflika qui en 2006 a annulé sur simple ordonnance cette loi des hydrocarbures qui donnait tout sur le plan du gaz et du pétrole aux multinationales étrangères. C'était vraiment une loi anti-nationale et anti-souveraineté algérienne. Vous savez, quand je vous dis que tous les présidents du monde subissent des pressions, vous avez vu, même les députés subissent des pressions. Vous avez vu au Parlement européen comment certains lobbies qataris ou marocains ont acheté le vote de certains députés pour défendre leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle le lobbying. Il n'y a pas que les députés, il y a aussi des entreprises qui subissent des lobbying. À votre avis, pourquoi la Sonatrach est tombée dans la corruption? Car malheureusement, les multinationales ont acheté
des fonctionnaires de la Sonatrach, des présidents de la Sonatrach, des vice-présidents de la Sonatrach, des dirigeants de la Sonatrach, pour obtenir ou des contrats ou des renouvellements de contrats de gaz et de pétrole. Vous avez bien vu, 3 anciens présidents de la Sonatrach jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption, 2 anciens présidents de la Sonatrach jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption, et des dizaines de cadres dirigeants de la Sonatrach ont été condamnés, jugés, emprisonnés pour corruption. C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises publiques d'hydrocarbures dans le monde entier. Car l'homme, quelles que soient ses compétences, quelle que soit la maîtrise du verbe ou de la langue qu'il pratique, a ce vilain défaut, c'est d'aimer l'argent. Surtout ceux qui n'ont pas eu d'argent. Vous savez, parlons de notre pays. Pendant la colonisation, 99% des Algériens étaient pauvres, voire très pauvres. Et quand il y a eu l'indépendance, beaucoup ont eu des postes importants. Wali, aux fonctionnaires, ministres, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure que les années sont passées, ils ont été, pas au début non, ils étaient vraiment nationalistes. Mais avec les années et l'exercice du pouvoir local, départemental, national, l'argent est devenu important dans leur vie. Ils voulaient avoir une belle voiture, un bel appartement, d'abord en Algérie, puis à l'étranger. Ils voulaient envoyer leurs enfants à l'étranger, passer leur week-end à l'étranger avec leurs femmes, etc. Et c'est là où la corruption a commencé à jouer un rôle très important. Et c'est là aussi où la Sonatrach, en dépit de ses 200 000 employés, de ses 154 filiales, a été et est toujours rongée par la corruption. Car le président Siad Belmajid Tebboune ne s'est jamais attaqué à la Sonatrach. Jamais. Car la Sonatrach est un État dans l'État. Il n'y a toujours pas de conseil de surveillance au niveau de la Sonatrach pour contrôler tous les contrats de gaz et de pétrole. Le président en haut décide de tout. Il suffit que les multinationales appellent au téléphone, lui promettent quelques beaux avantages à l'étranger et tentation oblige, pourrait être amené à signer des contrats ou renouveler des anciens contrats contre les intérêts supérieurs de l'Algérie. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans toutes les entreprises publiques d'hydrocarbures, tous les dirigeants sont soumis à de fortes pressions des multinationales. Et j'en ai longuement parlé. Et d'ailleurs, je vais préparer un livre sur toutes ces multinationales qui ont fait pression sur la Sonatrach pour obtenir des contrats ou le renouvellement d'anciens contrats qui ont expiré les dernières années ou qui vont expirer dans les prochaines années. Les présidents aussi subissent des pressions. Et pourquoi je vous parle des présidents aussi qui subissent des pressions? Vous savez, lorsque j'avais rencontré les 7 chefs d'État du G7 entre 1998 et 2000, c'était avant que je m'engage en Algérie. Vous savez que j'ai eu ma vie avant l'Algérie. L'Algérie ne m'a jamais donné un dinar et je n'ai jamais réclamé un dinar et je n'ai jamais volé un dinar ou un euro ou un dollar, ni en Algérie, ni dans le monde entier. Je me suis fait tout seul. Et à l'âge de 26 ans, j'ai commencé à rencontrer les plus grands personnages du monde. Et en tête à tête, je leur disais, mais c'est super d'être chef des États-Unis, chef du Japon, chef du Canada, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie. Je lui dis, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et les 7 m'ont dit, vous vous trompez, Rachid. Vous vous trompez. Plus on est à la tête d'un État, plus on subit d'énormes pressions de tout type de lobby. Que ce soit un lobby intérieur ou des lobbies extérieurs. Des lobbies sectoriels, par exemple le lobby pétrolier, le lobby environnemental, le lobby pharmaceutique, le lobby militaire, industrie militaire bien sûr, le lobby culturel, le lobby judiciaire. Il y a tout un tas d'organisations qui exercent des lobbies énormes. Je vous donne un exemple.
je m'en souviens, j'avais posé la question au président américain Bill Clinton. Je lui dis, Israël, comment se fait-il qu'un tout petit pays, qui a à peine 6 millions d'habitants à l'époque, vous empêche, car il voulait régler absolument la question palestinienne, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Il m'a dit, mais Rachid, vous avez oublié qu'il y a un énorme lobby juif aux États-Unis. Et la force d'un pays, ce n'est pas simplement le nombre de millions de ses habitants, c'est le lobby de ceux qui sont installés dans les cercles de décision, que ce soit politique, médiatique, financier, économique, culturel. Et ce lobby-là, le lobby juif des États-Unis, vous le connaissez, c'est l'AIPAC, exerce une influence considérable. Vous savez, sur 100 sénateurs américains, il y a 50 États aux États-Unis, 2 sénateurs par État, donc ça fait 100. Est-ce que vous savez que 26 sénateurs sur 100 ont réussi à être élus grâce au lobby financier de ce lobby juif aux États-Unis, qui est très très puissant. Et c'est le président américain qui me l'a dit. Il m'a dit, on doit tenir compte de différents lobbies. Avant lui, Eisenhower, vous savez qu'en Algérie, vous savez, on ne compare pas assez les pays. Mais il y a des grandes puissances qui ont eu des généraux présidents. La France, vous savez qu'elle avait eu le général de Gaulle, qui a fait massacrer 45 000 Algériens le 8 mai 1945, au moment même où il fêtait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aux États-Unis, après la présidence de Truman, qui avait jeté 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, le 6 et le 8 mai 1945. Il y a eu qui après Truman? Il y a eu le général Eisenhower. Général Eisenhower. De 56, de 52 à 60. Et avant de quitter le pouvoir, lorsque John Fitzgerald Kennedy a été élu président de la République, vous savez ce qu'il lui a donné comme conseil à son successeur? Pourtant, il était général, hein, Dwight Eisenhower, général américain, élu pendant 8 ans président, 2 mandats. Il lui a dit, faites attention au lobby militaro-industriel. Et il était général, il lui a dit, faites attention au lobby militaro-industriel. C'était en 1960, avant qu'il prenne ses fonctions de président de la République, John Fitzgerald Kennedy. Et en effet, le lobby militaro-industriel américain a poussé le président John Fitzgerald Kennedy à entrer en guerre au Vietnam pour prendre le relais de la France qui avait échoué lamentablement, notamment après la défaite de Dien Bien Phu en 1954. Et c'est ça qui a donné des idées aux révolutionnaires algériens de dire, si la France a échoué au Vietnam, eh ben nous, on va faire la guerre aussi en Algérie pour récupérer notre indépendance. Donc oui, les présidents subissent des lobbying énormes, énormes en tant que président. Et c'était valable aux États-Unis, valable en France avec Jacques Chirac. Vous savez ce qui s'est passé en 2003, lorsque Jacques Chirac s'était opposé à la guerre en Irak, il a subi d'énormes pressions. Et Jacques Chirac me l'a raconté aussi. Il est mort maintenant. Tony Blair, ben lui, il n'a pas résisté, par exemple. Vous savez que Tony Blair a appuyé la décision de George Bush pour attaquer, pour envahir l'Irak, faire entrer en guerre en Irak sans l'accord de l'ONU. Car il n'a pas résisté au lobby de ceux qui voulaient entrer en guerre. Et c'est quand il est sorti du pouvoir, sorti de ses fonctions, quitté ses fonctions pour parler un français, il a dit qu'il regrettait d'être entré en guerre sans l'aval de l'ONU, donc sans l'accord du droit international. Et pareil, Massimo D'Alema, le Premier ministre italien. Vous savez, dans un régime parlementaire, c'est facile d'être éjecté du pouvoir, car il suffit que la majorité bouge à l'Assemblée et vous perdez votre poste. C'est ce qui s'est passé à Massimo D'Alema. Massimo D'Alema, qui est un grand intellectuel. J'ai discuté longuement avec Massimo D'Alema et sa conseillère diplomatique. Elle m'a dit que c'est très difficile d'être président du Conseil en Italie, car les députés vous font du chantage. Oui, c'est les députés qui font du lobbying. Quand on est président du Conseil, quand le pouvoir, votre élection dépend
de l'élection des députés. Il y en a qui veulent des subventions, il y en a qui veulent que des projets soient installés ou voient le jour dans leur circonscription. Bref, tout ça pour vous dire, et ça c'est mon expérience avec ces 7 chefs d'État, quand on est président, on subit d'énormes pressions. Et malheureusement, le président algérien a subi d'énormes pressions du président français et d'autres multinationales pour signer cette loi minière qui accorde 80% du capital à des multinationales dans des entreprises de droit algérien qui vont exploiter les ressources minières de notre Sahara. Donc je résume, je reste un vrai patriote, un vrai nationaliste, mais je reste aussi un vrai démocrate. Et quand je ne suis pas d'accord avec une décision d'un ministre ou d'un président, je l'exprime publiquement, avec respect, avec des arguments, et je fais la part des choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais des distinctions. Autant je désapprouve la décision du président algérien qu'il a prise sous pression des multinationales et du président Macron quant à la promulgation de la loi minière, autant je continue à apporter mon soutien à la lutte du président algérien Sir Abdelmadjid Tebboune contre la corruption, aussi bien en interne qu'en externe, en lui demandant de faire annuler tous les contrats signés avec des multinationales condamnées pour corruption, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Mais dans tous les cas, je continuerai à respecter l'homme Sir Abdelmadjid Tebboune, car il m'a accordé 3 grâces présidentielles et m'a fait bénéficier de la protection consulaire pour sortir de la prison française de Fresnes le 21 décembre 2023. Et j'entends à ce que, et j'espère que les autres personnes, notamment l'agent consulaire qui est toujours en prison en France, puissent bénéficier de la protection consulaire avec les meilleurs avocats algériens, car depuis avril 2025, il a été totalement oublié, aussi bien par l'élite politique algérienne, par les médias algériens, que par le peuple algérien. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. والله يرحم الشهداء.